Bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis congolais. Voilà, je reviens. J'ai eu un bug avec mon ordinateur. Donc, j'étais en train de vous parler de l'Égypte ancienne. Donc, je parlais de la transmission du savoir, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec euh, la falsification de l'histoire de l'humanité est assez grave parce que on a essayé de faire passer l'Égypte ancienne comme étant l'Orient, mais l'Égypte ancienne n'a jamais été l'Orient, c'est l'Afrique 100% nègre. Ça n'a pas, ça n'a pas été autre chose. Donc si aujourd'hui, dans les communications que vous avez, vous voyez qu'on montre des peuples leucodermes, bah, écoute, l'Égypte était une telle puissance économique, militaire, qui faisait l'aspiration. Que veulent faire les gens qui sont aujourd'hui dans les tiers-mondes? Ils essaient de venir en Amérique, en Europe, là où il y a à faire. C'est la même chose à l'époque. Comme à cette époque-là, les communications étaient difficiles, l'Égypte ancienne était un pays qui avait le moyen d'aller où il voulait. Où il voulait. Et petit à petit, en allant occuper d'autres pays, il s'est mélangé avec ces personnes et ramené en particulier les femmes dans les familles royales. Et quand ces femmes-là faisaient des enfants, donc si elles étaient blanches, les enfants devenaient métis, ce qui est logique. Mais là, c'est vraiment le métissage interne, mais le métissage qui est venu par l'occupation est arrivé plus tard. Hein, pendant la deuxième période intermédiaire, entre 1700 et 1500 avant Jésus-Christ. Entre 1700 et 1500 avant Jésus-Christ. Pendant 200 ans, tous les pharaons qui sont sur cette période-là sont des pharaons occupants. C'est-à-dire que comme j'aime vous dire, et comme l'a démontré le professeur docteur Cheikh Anta Diop, tout pharaon est d'abord un nègre. Pour que les prêtres égyptiens fassent les rites d'intronisation d'un pharaon, ils ne le faisaient que pour les nègres, les nationaux, ceux qui sont considérés comme étant les enfants de cette famille-là. Alors même que lorsqu'il s'agissait des étrangers leucodermes, les prêtres ne faisaient pas ça. Il fallait peut-être les forcer, les tuer, pour que le dernier qui reste le fasse pour que la tradition ne disparaisse pas. Et donc, c'est fait par la force. Ça n'a pas de valeur. Si bien que les pharaons de ces périodes-là sont les afrocentristes les considèrent comme n'étant pas des pharaons. Ils ont été rois d'Égypte ancienne, mais sans y être appelés à l'être. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que pendant cette période-là, depuis le début de l'Égypte ancienne, l'Égypte a, quand je dis l'Égypte a tout fait, c'est que dans les maisons du savoir, on enseignait tout pour construire une pyramide comme Khéops, Khufu. Hein, je vous donne chaque fois le nom africain d'origine de ces pyramides-là pour que chacun de nous se les approprie aussi. Il a pour construire la pyramide de Khufu à Giza. Il a fallu maîtriser la résistance mécanique, mais tout ce qui est sciences les plus pointues dans l'Antiquité profonde. 2700, 2800, 2700 avant Jésus-Christ. Il fallait maîtriser ces technologies-là, ces techniques. Il fallait être capable de créer du matériel qui permette de pousser les pierres qui allaient jusqu'à 5 tonnes, un bloc. Et ces blocs-là, deux fois, ils étaient découpés ailleurs, loin, et on les ramenait par bateau sur le Nil jusqu'à Giza, etc., etc. Ça a permis le développement de toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'on nous parle de la formule, le théorème d'Euclide, le théorème d'Euclide, Euclide a été formé après toutes ces périodes-là. Et lorsque Psamétique est devenu pharaon, il a ouvert les écoles, les maisons du savoir égyptien aux étrangers.
d'abord de manière très spécifique. C'est le Père lui-même qui donnait le droit à cette personne d'aller suivre ses cours. Et donc, il s'est passé que, comment dire, il s'est passé que euh, ces personnes ont été formées, et on leur a montré tout ce qui était capable d'être fait, et ils ont noté toutes ces informations-là. Ils sont repartis avec en Grèce, et ils ont publié sans citer les dépositaires d'origine, sans mettre, il n'y avait pas de copyright, sans dire celui qui était à la base de ça. C'est-à-dire qu'il a eu ça en allant étudier en Égypte. Et aujourd'hui, les théorèmes d'Euclide, on en parle que c'était les Grecs qui l'ont inventé. Non, ça a été inventé en Égypte. Hein? La philosophie d'Aristote, il est parti apprendre ça en Égypte. Etc., etc. Je peux vous donner des centaines d'exemples comme ça. Hein? Des gens qui ont été formés par les Égyptiens anciens, qui ont écrit normalement, mais ils n'ont jamais cité l'origine du savoir qu'ils avaient. Donc, au moment où les Arabes occupent l'Égypte ancienne, donc entre la période grecque et l'Europe occidentale, il n'y avait aucune communication. Mais c'est pas ces Arabes qui ont traduit des documents en grec, en arabe. Et comme dans ce groupe-là, du monde arabe, il y avait des chrétiens aussi qui, eux, ont transmis. Il y a un dont le nom m'échappe sur le moment, Saint-Augustin. Saint-Augustin qui était un de Saint-Augustin, Saint-Maurice, qui étaient ces gens qui ont transmis ce savoir grec qui était écrit en arabe. Ils l'ont traduit en latin. Et c'est comme ça que ce savoir est entré dans l'Europe occidentale et a fait ce qu'on appelle la Renaissance, au Moyen-Âge, au XIVe siècle. Et donc ça, c'est quelque chose qui est central. Et lorsque au Moyen-Âge, les Européens récupèrent cette affaire-là, ils se sont rendus compte, ils savaient, on a des preuves, ils se sont rendus compte que ce sont les Égyptiens anciens qui étaient à la base de ces savoirs-là. Parce que quand tu fais un seul tour en Égypte ancienne, en Égypte aujourd'hui, là tu te rends compte de l'hypermassivité des choses, des créations, des inventions. Mais dans des quantités incommensurables, tu as tout. Les écrits qui sont restés sont très précis, montrent bien les écrits qui sont restés par rapport au calcul lorsqu'ils ont créé le zodiaque. Le zodiaque qu'on utilise aujourd'hui a été créé par les Égyptiens anciens, hein? Notamment le zodiaque de Dendera, que Champollion a recopié et est allé montrer au monde. Là, ils se sont rendus compte que mais tout a été inventé avant, ça avait plus de 4500 ans, etc. à l'époque. Tout ça pour vous dire, chers amis, que c'est quoi? Tout ce qui a été inventé par les Égyptiens anciens, enseigné grâce à Psamétique, le pharaon Psamétique, aux Grecs. Les Grecs ont pris ce savoir, ils l'ont démultiplié, ils ont écrit des choses dessus, et ils l'ont écrit comme si c'était eux qui l'ont fait. Ils ont fait des applications de ces savoirs-là, et ils les ont envoyés comme ça dans le monde. Et quand les Occidentaux récupèrent, ils se disent, ah, mais ce sont nos frères grecs qui ont écrit ça. D'où ce recours à la Grèce lorsqu'on parle de l'Europe. Mais je vais vous donner des éléments importants qui sont historiques. Le nom Europe est le nom d'une princesse africaine noire de Phénicie, dont le père a donné le nom au continent qu'ils ont découvert. Et Cheikh Anta Diop l'a démontré par des éléments concrets, c'est que la civilisation est arrivée en Grèce vers 2000 avant Jésus-Christ par les Pélages, qui sont un peuple d'origine grecque.
les pélages ont été formés par les Phéniciens. Et quand on vous dit Phéniciens, ça vous donne l'impression de ah ben, Phéniciens libanais. Non, non, il n'y a aucun lien entre les Phéniciens et les Libanais. Aucun. Aucun. Les Libanais sont des Arabes, mais pas les Phéniciens. Les Phéniciens antiques sont des gens qui sont descendants des Égyptiens anciens, en partie. Pourquoi? Parce que l'Égypte ancienne a occupé tout ce pays qu'on appelle le pays des Canaan. Tout le pays des Canaan jusqu'en Phénicie. Et les Phéniciens, rappelez-vous, c'est des gens qui ont fait des grands voyages partout. Et moi, quand j'étais petit, je me posais toujours la question, je me disais, comment, quand on regarde dans l'histoire, on dit que les Phéniciens, c'est un petit peuple, mais comment est-ce qu'eux, ils se permettaient d'aller partout? Ils se le permettaient simplement parce que, comme on dit en français, ils se le permettaient par introduction. Parce que si les Phéniciens arrivent quelque part et tu les tapes, les Égyptiens viendront derrière, régler votre compte. C'était ça. C'est parce qu'ils avaient une super puissance derrière eux et qu'ils pouvaient se permettre tout. Ils avaient tous les moyens derrière. Et donc, cette occupation d'Anaos, c'était Danaos qui était le représentant de l'Égypte ancienne en Phénicie. Et Danaos et ses descendants ont finalement civilisé les Pélages. Donc, ils ont la première écriture de ce que les Grecs disaient dans leur langue a été faite par les hommes de Danaos. Donc, tout ça pour vous dire que la réalité de certaines choses qui ont été récupérées en Occident a été pour eux terrible parce qu'ils se sont rendus compte que ce sont les nègres égyptiens qui ont civilisé finalement chez eux et ils ont coupé. La falsification commence là. Ils ont coupé le lien en ne voulant pas citer l'origine du savoir grec. Le miracle grec n'a jamais existé. Il n'y a pas de violence quand on dit ça. On dit qu'une vérité. Et que la falsification a commencé à partir du moment où on a commencé à présenter les Grecs comme étant les personnes qui ont inventé le savoir qu'on trouve en Égypte. Ce qui était paradoxal. Ils avaient du mal à le dire parce que quand on prend les petites constructions grecques, on se rend compte qu'ils sont faits au moins 2000 ans après tout ce que les Égyptiens ont fait. Et on nous parle beaucoup du Panthéon. Le Panthéon, c'est la copie d'un grand, comment on appelle ça? Un grand temple qui est en Égypte, qui est une fois et demi plus gros que le Panthéon, sinon 2 fois, qui est énorme. Hein? Il y a des colonnes de plus de 40 mètres, etc., etc. Et donc les Égyptiens, les Grecs, quand ils ont été formés, ils ont vu tout ça. Ils ont copié, ils sont allés faire le Panthéon, ok, voilà. Mais la chose qui a été minable dans cette affaire-là, c'est que les gens qui ont récupéré ce savoir ont coupé le lien, n'ont plus voulu citer les Égyptiens anciens. Et de fil en aiguille, l'évolution du monde qui s'est faite à l'époque a fait qu'on a vraiment coupé. Il ne fallait pas montrer que les nègres avaient un cerveau quelque part. Mais maintenant, comment justifier les constructions égyptiennes? Et là, beaucoup de gens en parlent, mais sans savoir pourquoi vraiment la raison. Lorsque vous voyez les statues des pharaons ou des statues des Égyptiens anciens, dès qu'il y avait une statue qui était typique, on lui donnait un gros coup de marteau sur le nez. Vous verrez beaucoup des statues des pharaons ou des dignitaires égyptiens, nègres, coupées. Ou vous voyez une belle statue, mais on a donné un gros coup de marteau sur le nez. Simplement parce que les gens qui sont allés découvrir ces statues se sont dit, mais c'est pas possible, c'est des nègres. Il ne faut pas laisser cette trace-là. Et le comble, c'est que chez les nègres, on a des nègres qui ont des nez pointus, des nez comme le mien, des nez qui sont très épatés, des lèvres bien lippues ou pas, ou moins, etc. On a des nègres qui sont très noirs, qui sont très fins. Et quand on fait
une statue de ce nègre fin avec son nez. Il y a tout le côté nègre africain, noir, mais avec tout le côté fin. Et ça, on laisse. Ça, on laisse. On aime bien nous montrer la statue de Ramsès, de son vrai nom Maïmona, Ramessou Maïmona. Sa titulature, c'est Maïmona. C'est aussi pour vous dire que l'origine du nom Maïmona, au Congo, au Bas-Congo, il n'y a pas de... C'est pas fortuit. Je vais vous donner un mot, vous allez comprendre. Donc, Ramessou Maïmona, on aime bien montrer son image en exergue et tout ça. Et comme en plus les Égyptiens anciens se oignaient sous la peau dans Ngola, hein, et Mabélé à rouge, ça protège bien la peau contre le soleil. Et c'est naturel. Et donc, ils mettaient ça. Et donc, quand on dessinait quand on faisait des dessins dans les tombes, tout ça, en couleur, ils mettaient cette couleur-là. Et lorsque les Touba bon visages disaient, ah, mais ils avaient la peau cuivrée. Alors qu'ils avaient la réponse historique qui disait même que les gens soignaient de ce produit sur la peau qui donnait à la peau cette couleur cuivrée. Et quand on faisait des dessins, c'est ça qui apparaissait. Mais en fait, la peau était couverte d'Angola. Hein. Voilà, donc ça c'est des réalités, c'est pas des choses niamou comme ça, non. C'est des vraies réalités. Et donc, comme je vous disais, pour être pharaon, il fallait être nègre et on te faisait pharaon. On faisait tous les rites complets. Sinon, tu n'étais pas pharaon. Les prêtres ne se levaient pas pour faire un dernier étranger pharaon. Non. Tu occupes le pays, d'accord, mais eux, ils ne te mettront pas pharaon. Soit on le faisait faire par la force, j'imagine bien. Et les falsificateurs sont allés à un niveau tel que ils ont présenté la 18e, 19e, 20e dynastie comme c'est des pharaons qui sont des gens qui sont des Couchites, originaires du sud de l'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'ils ont vu que l'Égypte était dans un désordre grave et occupé, ils sont partis de Couche, ils sont venus reprendre l'Égypte. Là, il faut une explication. Pourquoi les pharaons couchites se sont permis d'entrer dans l'Égypte ancienne? Simplement parce que pour les couchites, tous nos ancêtres couchites, l'Égypte ancienne, c'est le pays de leurs ancêtres ou descendants. C'est des gens à eux qui sont partis de Pout, Couche, occuper, développer l'Égypte. À cette époque-là entre guillemets, pharaons couchites, les autres, d'après ce qu'ils ont dit, les gens de chez eux qui sont partis civiliser, occuper l'Égypte, donner une organisation à l'Égypte, étaient partis 4000 ans plus tôt. Et là, nous sommes vers 600, 700. Ça nous ramène à la période Nagada. Et en fait, ce n'étaient pas des étrangers. C'est-à-dire la communication culturelle, ethnique était toujours maintenue, continue. Si bien que un Couchite pouvait être pharaon en Égypte avec tous les rites. Et quand vous regardez dans certaines tombes de dignitaires égyptiens, quand ils présentent les étrangers, ils présentent bien les étrangers. Quand ils représentent les Égyptiens, il met une certaine façon. Quand il représente les autres Africains, il les met exactement comme les Égyptiens. C'était pour montrer qui était la famille. Et dans certains livres qu'on a eu même nous quand on était jeunes à l'école, on découpait cette image d'une certaine manière qui faisait une interprétation différente. On montrait les étrangers qui étaient dans l'image devant comme étant les gens qui amenaient ces nègres-là à les donner des offrandes au pharaon, alors que c'était eux les chefs. Et quand on prend l'image vraie qui est disponible aujourd'hui, quand on prend l'image vraie disponible aujourd'hui, on regarde, on voit bien que dans cette tombe, on représente bien qui étaient les pharaons et qui sont les autres étrangers qui venaient voir les pharaons pour donner des offrandes. Et donc,
toutes ces manipulations-là, dans tous les sens, ont duré 700, 800 ans. Hein, ont duré, mais duré bien longtemps. Et tout le monde a essayé de mettre son grain de sable pour falsifier, remettre, enlever la négritude des Égyptiens anciens. Et donc, lorsque, en 1820-1825, Monsieur Champollion le Jeune arrive à déchiffrer les hiéroglyphes, à partir de ce moment-là, le curseur change. Comme l'inertie était énorme, il fallait des années. Donc, quand en 1832, la mort de Champollion, son grand frère qui avait 20 ans de plus que lui, a repris les affaires, aidé par les tenants de la falsification pour qu'ils disent la négation sur tout ce que son frère avait dit, qui contredisait ce que principalement les religieux voulaient, parce que l'esclavage, n'oubliez pas, a été quelque chose qui était terrible. Mais n'oubliez pas un élément qui s'appelle la controverse de Valladolid, où des religieux catholiques se sont assis pour aller déclarer que les nègres n'ont pas, le noir africain n'a pas d'âme, donc on peut le mettre en esclavage comme un animal, on peut le posséder comme un bien, comme un meuble. Tout ça, c'est des gens qui avaient l'information sur ce qui s'est passé en Égypte. Le nègre était capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et je pense que c'est cette crainte-là qui a fait ça. On a beaucoup falsifié les choses. Donc, entre la mort de Champollion le Jeune, qui a certainement été empoisonné, son grand frère a commencé à détruire tout ce qu'il a écrit. Il a dit A, lui dit non, moins A. Il a dit la chose était bien, dit non, la chose était mauvaise. La chose était noire, non, la chose était blanche. Et ça ne tenait pas quand tu dis blanche, donc ils étaient cuivrés, etc. On a vu des livres écrits par exemple, Aristote, qui était quelqu'un qu'on peut pas, dont on ne peut pas nier l'intégrité. Aristote décrit les Noirs comme étant quelqu'un de très noir, noir. Il donne le nez épaté, puis un géant, un patibulaire, etc. Et après, on prend ce qu'Aristote a écrit, on édulcore ça en disant qu'Aristote s'est trompé. Aristote, lui, les a vus. Mais les gens qui ont interprété Aristote disent non, Aristote s'est trompé. Les Égyptiens n'étaient pas noirs, ils étaient cuivrés. Ils étaient cuivrés. Alors, quand vous lisez les documents anciens, cherchez les documents non la traduction. Prenez les documents d'origine. Vous verrez qu'on ne met pas cuivré au même nègre. Etc. Hérodote, pareil. Hérodote est allé jusqu'à Colchide. Hérodote arrive à Colchide, il dit, mais non, Colchide c'est en Géorgie, en Russie là-bas. Il arrive là-bas, il dit, mais non, ces gens-là, c'est pas des... Non, c'est des descendants des Égyptiens. Il dit qu'ils montrent un peu leur sexe. Ils montrent le sexe, le prépuce est enlevé. Il dit, mais ça, c'est des traditions égyptiennes. Ils ont les cheveux crépus, ils sont peut-être un peu mélangés avec les autres, mais il y a la base. Aristote, quand il arrive là-bas, c'est 400 avant Jésus-Christ. Pardon, Hérodote, le père de la géographie. Et le Colchide, l'arrivée des Égyptiens anciens à Colchide, c'est vers 1800, hein, avec Sésostris. C'est-à-dire quand tu prends entre Sésostris et Hérodote, il y avait plus de 1000 ans. Et Hérodote arrive là-bas 1000 ans, 1200 ans après Sésostris, et il trouve des nègres avec 1000 ans après, avec toutes les traditions égyptiennes, parce que lui connaissait très bien l'Égypte, les Égyptiens. Il voit toutes les traditions égyptiennes, il voit tout. C'était des noirs nègres égyptiens. Et il écrit ça, et aujourd'hui on dit non, il s'est trompé. Enfin, bref. Mais quand vous allez aujourd'hui en Colchide, en Géorgie, regardez les Géorgiens.
il y a eu un métissage qui s'est fait total, comme le métissage s'est fait toujours avec des blancs. Blancs, blancs, blancs. Tout le monde est devenu blanc, mais les caractéristiques morphologiques des nègres restent. On voit bien, moi j'ai vu des images, j'ai cherché des images des gens de Kochid, j'ai vu des images des gens de Kochid, et là je me suis dit, voilà, je vois, il y a des trucs qui restent. Et donc ça, c'est pour vous dire que tout ça, ils le savaient, et ils ont chamboulé l'histoire. C'est l'arrivée du docteur Anta Diop 100 ans après notre ami Champollion qui bouleverse tout. Et donc moi je vous disais qu'en 74, il y a une année mirambolante, mirifique, prolifique pour le Zaïre. Cheikh Anta Diop a rencontré, lui et Théophile Obenga, contre tous les scientifiques de l'époque qui parlaient de l'Égypte ancienne, des Égyptiens arabes d'aujourd'hui là, qui essayaient de faire croire que les Égyptiens anciens étaient d'origine sémite, ce qui est faux, archi faux. C'est pas possible. Le type qui a, le peuple qui a contribué à ce que un type d'homme, un type d'humain, pas un type d'humain, je ne sais pas comment dire ça, un métissage qui a donné naissance à un type d'humain, donc les Arabes. Comment voulez-vous que vous soyez les pères des gens qui vous ont engendré? C'est pas possible. Je peux pas être le père de mon père. Comment ça? C'est ce que certains tenants de l'Égypte, soi-disant d'origine sémite, ont voulu nous faire croire. Et là, pour eux, la complication était terrible. La gymnastique, la masturbation intellectuelle était incroyable. C'est pas parce que c'était pas possible. Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont démontré l'origine nègre africaine de pharaons et des Égyptiens anciens. Et Cheikh Anta Diop disait, si on a trouvé les Égyptiens, si les Grecs ont trouvé les Égyptiens, par exemple Hérodote, vers 400, aussi noirs, Aristote écrivant dans son bouquin, ils étaient noirs, grands, tout ça, c'est que au début de l'Égypte nègre, Kemet, ils ont été totalement tous noirs. Tous noirs. Parce que lorsque Aristote, lorsque Hérodote et tous ceux qui ont écrit sur l'Égypte ancienne écrivent ce qu'ils ont écrit, en disant, en déterminant ces gens-là comme état des nègres noirs, éthiopiens, pour brûler, comme il dit. Il fallut qu'ils soient vraiment nègres au début. Pour que 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans après, la majorité soit toujours aussi nègre. Alors qu'il y a eu le métissage là depuis déjà longtemps. Et surtout avec les psamétiques et tout ça, le métissage est encore plus fort. Donc voilà, donc moi, ce que j'aimerais bien que chacun retienne, c'est que tous les pharaons sont des nègres. Quand on vous parle des pharaons noirs, on essaye de différencier les pharaons qui ont succédé à principalement Scorpion et les autres, Namès. On essaye de dire que ceux-là, c'était des Égyptiens anciens, et que les pharaons, on appelle les pharaons nègres, les pharaons noirs, les pharaons africains, les Couchites. On essaie de dire que ce sont ceux-là qui étaient les pharaons noirs. Mais les autres, on ne vous dira pas qu'ils étaient blancs. Mais on vous dit les autres, ils n'étaient pas noirs. Ce qui est faux, archi faux. Je vous le confirme. Lisez les livres de Cheikh Anta Diop, Nation nègre, Nation noire et barbarie. Hein? Voilà. Lisez ce livre-là, vous allez voir. Non, c'est Nation nègre et culture. Hein? Si vous lisez ces livres-là, vous n'allez pas dormir tellement vous allez avoir envie de savoir comment ça finit. Et puis il y a deux autres livres que je vous conseillerais. Mais en tout cas, rien que celui-là, ça vous permet vraiment de vous ouvrir parce qu'à 54, ça, moi j'appelle ça la bombe L. Livre. Ce livre-là, quand il est sorti, il a tout chamboulé. Il a tout chamboulé et obligé tout le monde à reconnaître la falsification. Malheureusement, Cheikh Anta Diop nous a quittés en 1986, beaucoup trop tôt. Je pense qu'il avait encore beaucoup de choses à dire. Et son laboratoire scientifique, comme par hasard, le président de l'époque, Abdou Diouf, n'a pas protégé ces laboratoires-là.
le laboratoire a brûlé, comme par hasard. Tous les laboratoires a brûlé, quelqu'un est allé mettre le feu là-bas. Allez savoir. Donc, tout ça, tout ce que je disais, c'est la falsification n'est pas inéluctable. Aujourd'hui, nous avons le moyen de démontrer les mensonges qui ont été écrits, les mensonges qui ont été dits. Beaucoup déjà l'ont fait. Vous avez le professeur congolais qui s'appelle Bilolo. C'est un garçon qui a fait des travaux magnifiques. Il faut lire ses bouquins. Il faut lire ses livres. Il faut lire impérativement les livres qu'il a écrits. Vous avez notre autre frère Omotunde. Il faut non seulement lire les livres qu'il a écrits, qui sont très, très, très bien écrits, vous comprendrez beaucoup de choses, mais aussi, il fait des conférences. Et quand vous avez le temps, allez dans ces conférences-là, parce que des fois, Bilolo aussi est là-bas. Donc, les livres de Bilolo, les livres Mubabengi, Bilolo, les livres de Jean-Philippe Omotunde. Moi, ces deux-là, je vous conseille de lire le bouquin qu'ils ont écrit. Ce sont des livres qui sont très bien. Très, très bien. Ça vous donne une vraie idée de ce qu'était réellement l'Égypte ancienne. Et vous avez des vidéos de Omotunde qui sont un peu partout, des très, très bonnes vidéos où il explique les choses, le b.a.-ba des choses qu'on sache. C'est vraiment de choses qu'il faut lire. Et je vous conseille aussi de vous inscrire, de prendre votre abonnement sur... C'est gratuit. Hein. Prenez votre abonnement sur History Proto-Bantu TV que j'ai créé avec mon ami et frère Tony Diankoupu Nandon Tony, hein, pour justement vous permettre d'accéder à ces informations-là de manière pratiquement gratuite, de venir à nos conférences où on ne paiera pas plus de 20 €, hein, on aura une consommation, mais surtout discuter de tous ces mots-là dans le détail. Nous devons comprendre comment tout est parti de l'Égypte et comment tout est arrivé jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle des Bantous, Anamongo, Basakata, Bangoni, Bahemba, les gens de Afrique du Sud, jusqu'à l'Afrique du Sud, etc., etc. C'est très important pour nous parce que on essaie de nous faire croire souvent qu'il y a tel pays maintenant. Non, 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 non. Déjà, à l'intérieur du Congo, il n'y a pas un peuple qui est ennemi de l'autre. Si vous regardez notre histoire, là, je vais intervenir encore beaucoup pour démontrer beaucoup de choses. Vous verrez qu'on est liés. Alors, je vais donner un élément sur Mani. Le roi d'Égypte s'appelait Namès. Namès, c'est le nom traduit en grec. Narmer, Namès. On l'appelait le Mani. Le Mani, en égyptien, ancien. Et le Mani, c'est le roi, le chef suprême. Vous savez où se trouve un autre Mani? Vous le savez, Mani Congo. Mani Congo. Nzingaku, le Mani Congo. Le roi du royaume Congo, on l'appelle le Mani. Mani Congo, roi du Congo. Ça, c'est dans la titulature, dans la royauté. Comment pensez-vous qu'on a dit Mani Congo dans le royaume Congo et que 6000 km, 7000 km plus haut là-bas, 6000 km plus haut, on dit la même chose. Et Mani Congo, le Mani Narmer de l'Égypte, c'est officiellement l'un des premiers officiellement rois d'Égypte, 3100 avant Jésus-Christ. Le Mani Congo, c'est 1500 après Jésus-Christ, c'est-à-dire entre les deux, il y a 4600 ans. Et ce mot-là reste avec le même contenu au royaume Congo, chez les Bantous. Donc tout ça pour vous dire, chers amis, qu'on a des éléments, ce n'est pas des petits éléments, mais ça c'est des éléments constitutifs d'une culture, d'une civilisation. Si vous allez chez les Kouba, vous verrez toujours les choses qui viennent d'Égypte, qui sont partagées. C'est-à-dire quand tu vois un rite ou une façon de faire les choses, il faut chercher la première fois ça s'est passé où.
là, tu vois le lien. D'accord? Tu verras le lien naturel ou tu verras le lien du copiage, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un pays et qui vient qui copie. J'informe aussi tous les gens qui lisent certains documents qui trouvent très importants qu'en Égypte ancienne, il n'y a jamais eu d'esclaves. L'esclavage n'a jamais existé en Égypte ancienne. On n'a jamais mis quelqu'un en esclavage en Égypte ancienne. Jamais. Au grand jamais. D'ailleurs, ce mot-là d'esclave n'existe pas. On a cherché, si moi je peux vous le dire aujourd'hui, c'est que tous les chercheurs qui ont écrit les leucodermes ont cherché un mot qui signifie esclave, de quelque manière que ce soit, ils n'ont pas trouvé. Un seul mot qui existe dans toute l'Afrique, c'est captif. Captif, c'est différent d'esclave. Le captif, c'est lorsqu'il y avait des guerres entre tribus, des combats entre tribus, entre États en Afrique, on attrapait les gens de l'autre État, on les amenait captifs chez soi. Et pour vous dire qu'il est captif, parce que ce type qui restait peut-être 15 ans, 20 ans dans le pays, il était captif, avait une existence civile. Et lorsqu'il a fait autant de temps avec les gens, on lui donnait le droit d'épouser une fille du pays. C'est ce que vous comprenez? Il y a un cas que j'aime bien chercher, le lien entre les Sidibé et les Diop en Afrique de l'Ouest. Celui qui trouvera l'information qu'il nous donne. Mais je vous donnerai ça. Allez sur Proto-Bantou, History Proto-Bantou TV. Donnez-nous votre avis. Et moi-même, j'ai publié des vidéos sur, comment on appelle ça, YouTube. Vous allez trouver cette vidéo sur YouTube. Mettez votre commentaire. Hein, si vous cherchez Kimbwe, K-I-B-W-E, K-I-M-B-W-E, TV, vous allez trouver cette vidéo. Mettez votre commentaire sur la relation entre les Sidibé et les Diop, etc. Voilà un peu les éléments que je voulais vous entretenir aujourd'hui. Et pour cette fin d'année, on va faire beaucoup de choses qu'on va mettre en avant. Là, aujourd'hui, donc, je fais cette vidéo. Je vais faire encore une autre vidéo sur la crise, hein, parce que nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup. Mais là, pour l'histoire, retenez que les pharaons étaient tous des nègres. Quand on vous parle des pharaons Kushitanes comme étant des pharaons nègres, c'est faux. C'est des nègres, mais c'est des pharaons comme tous les autres vrais pharaons, intronisés par les rites africains des prêtres anciens égyptiens, Kemet. Donc, ça, c'est une réalité. Et que l'Égypte n'est pas un pays, n'est pas l'Orient, ni le début de l'Orient. L'Égypte, c'est l'Afrique, Afrique noire. L'Égypte ancienne, hein? Voilà, on se comprend. L'Égypte ancienne est un pays de l'Afrique noire, nègre, point trait. Y a-t-il des descendants des anciens Égyptiens dans l'Égypte d'aujourd'hui? Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a qui sont fondus complètement dans les Coptes. Aujourd'hui, on voit blanc. Les Coptes se sont mélangés, hein, avec, comme les autres, avec tous ceux qui sont passés par l'Égypte. Ils sont ceux qui sont. Donc, pour que les Coptes soient aussi blancs aussi comme ils sont aujourd'hui, ils sont restés un peu dans des relations entre eux, ce qui a donné ce qu'ils sont aujourd'hui. Si vous allez dans la Haute-Égypte, c'est-à-dire le sud de l'Égypte, vous avez encore quelques milliers de personnes qui descendent de l'Égypte ancienne. Ils sont métissés, mais ils ont gardé la peau noire, mais ils sont métissés. Ils sont comme les Toubous. Mais ceux-là sont vraiment les descendants des anciens Égyptiens. C'est-à-dire sur les... entre... je prends le 3000 ou 5300 ou 7150, aujourd'hui 2017, de 9000 ans, il y a ces gens-là, ils sont là effectivement, ceux qui sont restés. Mais il y en a ailleurs en Afrique. Nous sommes les descendants des anciens Égyptiens. Hein? Vous verrez des petits malins qui essaient de dire que, ah oui, les Tutsis sont les descendants des anciens Égyptiens, mais pas les autres. Les Tutsis sont des Bantous. Hein? Les Tutsis sont des Bantous. Allez demander aux Tutsis. Les Tutsis sont des Bantous, comme tous les autres Bantous.
Et rappelez-vous que j'ai dit, je vous dis, et vous devez être sûr de ça. Chez les Africains, on a la peau noire, très noire, à la peau très claire. On a des gens qui ont la morphologie typique de ce qu'on dit africain. On a qui ont cette morphologie africaine, mais avec un nez qui est pointu, avec une typologie très fine, etc. Selon les dires de certains. Et puis on a des Africains noirs qui ont les yeux bridés. Quand vous prenez les Bushman, les Hottentots, quand vous le regardez, vous voyez, les Bushman, c'est des gens qui ont une peau très claire, cheveux très crépus, mais une peau très claire, et les yeux tirés comme ça. Voilà, donc toutes les typographies humaines sont nées en Afrique noire, dans les tropiques. Les ancêtres des Égyptiens anciens sont partis des tropiques jusque là-bas. Voilà un peu les informations que je voulais échanger avec vous aujourd'hui, sachant que nous allons continuer à faire ces échanges-là pour que chacun de nous ait suffisamment d'informations, mais n'hésitez pas, sur tous les sujets qui concernent l'Égypte ancienne, on va traiter tous les sujets. History Proto-Bantu TV, Jim Djunga, Djunga, je vous remercie.